Bonsoir et bienvenue dans Les Aventuriers de l'étrange. Ce soir, nous allons ouvrir un dossier historique qui fait partie des racines, comme je le disais tout à l'heure à Benoît, des racines de notre région, de nos racines. Je veux parler du catharisme et des cathars. Qui étaient-ils? Quelles étaient leurs croyances? Ont-ils des secrets qu'ils ont emportés dans leur tombe après la croisade dont ils ont été les victimes? Quelles sont les vérités historiques? Quelle est la part de la réalité et celle du fantasme? Charles Paitavi, bonsoir. Bonsoir. C'est vous qui allez être notre guide ce soir. Vous êtes historien médiéviste, vous êtes médiateur culturel au Centre national des études cathares. Précisément, alors vous allez nous faire découvrir l'histoire des cathars qui est aussi notre histoire. Vous qui nous écoutez, évidemment, vous pouvez intervenir dans cette émission en nous envoyant vos SMS sur votre portable. Vous tapez le mot Sud, vous laissez un espace. Ensuite, vous tapez votre texte, votre réaction, la question que vous voudriez poser à Charles Paitavi qui est avec moi ce soir. Je serai votre voix et vous envoyez le tout au 71 200. Avant d'ouvrir ce dossier, une petite parenthèse concernant les témoignages que vous avez été nombreux et nombreuses à nous envoyer au 0826 300 300. Vous savez que tout au long de cette semaine, vous avez entendu ce qu'on appelle dans notre jargon une promo, une publicité, vous invitant à nous laisser votre témoignage dans la boîte vocale des Aventuriers de l'étrange si vous pensez avoir vécu quelque chose de particulier chez vous ou si vous vivez actuellement quelque chose de particulier. Vous avez été nombreux à nous laisser des témoignages, mais sans nous laisser vos coordonnées, votre numéro de téléphone pour que l'on puisse vous rappeler et venir chez vous, investiguer, discuter avec vous et voir ce qui se passe et évidemment vous aider. Donc 0826 300 300, vous nous appelez, vous nous laissez un résumé de ce que vous vivez et surtout vous commencez avec votre numéro de téléphone pour que l'on puisse vous rappeler. Mais tout de suite, nous allons ouvrir ce dossier fascinant des cathars et du catharisme. Charles Paitavi, nous allons découvrir avec vous ce qu'est le catharisme. Je précise d'ailleurs que vous êtes l'auteur d'un petit livre, d'un guide qui s'intitule Les cathars en Languedoc, qui a été publié par les carnets du Midi Libre, où vous retracez l'historique de ces cathars dont on va parler pendant 2 heures. Donc, dans le Languedoc, je reviendrai là-dessus, bien entendu, en détail tout à l'heure. Alors, pour commencer, on va commencer par un cours d'histoire, on va planter le décor, si j'ose dire. Plaçons les cathars dans leur période historique. Cette aventure humaine a commencé quand, à peu près, et où? Alors le catharisme, c'est un phénomène qui commence finalement dans l'Europe chrétienne du 11e et du 12e siècle. Ouais. C'est dans ce contexte de cette Europe féodale que l'on voit arriver progressivement sur le devant de la scène des communautés religieuses qui prônent un grand retour à l'église primitive des apôtres. Ouais. Et on voit petit dans certaines grandes villes, pas d'abord dans notre Languedoc d'ailleurs, hein. Le phénomène cathare, c'est un phénomène qui commence chronologiquement plutôt en Rhénanie, dans des villes comme Cologne, dans le nord, donc. Dans le nord, d'abord. Moi qui pensais que c'était spécifiquement sudiste. Ah non, on va le voir, je pense, tout au cours de la soirée. C'est un phénomène qui concerne toute l'Europe entière. Et donc on voit dans ces grandes villes autour de Cologne, Bonn, apparaître des apôtres itinérants. Des apôtres itinérants qui se présentent comme des clercs réformateurs qui se dressent contre le modèle chrétien proposé par l'Église catholique. Autrement dit, ils se dressent contre l'Église catholique qui, à cette période-là, était quand même omniprésente. Évidemment, oui. Donc de suite, c'est une voix dissidente qui apparaît, puisque non seulement il conteste la légitimité du pape de Rome, mais il conteste aussi, il rejette complètement la validité des sacrements qui sont ceux des prêtres catholiques ou des évêques catholiques. Ils vont jusque-là. Oui, tout à fait. C'est une dissidence chrétienne. C'est vraiment une scission de l'Église catholique, oui, vraiment. Une scission, on peut pas tout à fait placer ça sur ce terme-là. Disons que c'est une dissidence chrétienne. C'est le grand phénomène finalement de l'hérésie. Lorsque progressivement s'est mis en place autour de l'Église de Rome, autour du pape, l'Église catholique à partir de l'Antiquité, finalement, il y a toujours eu des voix discordantes, des contestations depuis donc l'Antiquité, combattues par les pères de l'Église, notamment Saint Augustin. Très célèbre pour avoir lutté contre le manichéisme. Et
on retrouve ce mouvement de contestation de la légitimité de l'évêque de Rome, par exemple même autour de l'an 1000, dans l'Europe occidentale, comme d'ailleurs dans l'Europe orientale. Et puis, ce que les historiens constatent, c'est qu'au milieu du XIIe siècle, sont de plus en plus nombreuses, finalement, des communautés de ces apôtres itinérants. Qui s'appellent eux-mêmes apôtres. Voilà, oui, au départ, en tout cas, on va pas parler de cathare, le mot va arriver un petit peu après dans les textes des clercs. Ce sont des apôtres itinérants. La première fois où ils sont dénoncés, peut-être pour bien placer une date de point de départ, c'est 1143. D'accord. Il y a un moine qui s'appelle Everven de Steinfeld qui dénonce en Rhénanie, donc sur les bords du Rhin, qui est dans des lettres qu'il écrit au futur Saint Bernard, la présence d'apôtres itinérants que lui il appelle d'ailleurs des apôtres de Satan, parce qu'évidemment ce sont des hérétiques. Donc là ça marque une première date, c'est ces premières communautés qu'on va appeler par la suite des cathares. D'accord. Alors vous nous le dites bien, ça a commencé en Rhénanie, donc très loin de chez nous finalement, et ça descend de quelle manière? Assez rapidement pour se répandre dans toute l'Europe. Est-ce que géographiquement on a une idée à peu près? Ah oui, maintenant on arrive à avoir très précisément une idée de la diffusion du catharisme en fonction à la fois de la chronologie et des variations spatiales. Donc je disais 1143 autour de la Rhénanie. On sait ensuite que dans les tournants des années 1150-1160, ces communautés d'apôtres et hérétiques, on va en retrouver aussi bien en Flandre, en Champagne. Même certains vont traverser la Manche, et il va y avoir aussi des communautés en Angleterre. Oui, ce sont des recherches récentes d'ailleurs qui ont bien montré comment à la fois ils ont essayé de s'implanter en Angleterre, à Londres, à Oxford, mais très vite combattus par l'église protestante d'alors. Pas protestante, non, à ce moment-là c'est encore l'église catholique. Oui, tout à fait. Oui. Et ensuite, toujours au tournant des années 1150-1160, on va percevoir des communautés comme ça, hérétiques, donc déclarées hérétiques par l'Église, en Italie. Et puis dans le midi de la France, puisque c'est en 1145, je pense qu'on peut peut-être raconter rapidement l'anecdote, que le futur Saint Bernard qui vient à Toulouse, dans la région de Toulouse et d'Albi, pour chasser un apôtre itinérant qui s'appelle Henri de Lausanne, qui a été déclaré hérétique par l'Église, s'aperçoit que dans cette région, donc de Toulouse et d'Albi, il y a d'autres communautés d'hérétiques, qui sont ceux que l'on va plus tard appelés des cathares. Il va les prêcher contre eux à Albi, il va aussi prêcher contre eux à Verfeil, donc il y a un petit village juste à côté de Toulouse, où il y a un épisode d'ailleurs assez fameux, puisque le futur Saint Bernard tente de prêcher à la population de Verfeil, qui semble particulièrement être attachée à l'hérésie, et il est chahuté, il y a un grand charivari contre lui, et alors le futur Saint Bernard aurait maudit les habitants de Verfeil en disant Verfeil, donc verte feuille, tu vas te dessécher. Donc et de suite, à partir de ce moment-là, les cisterciens, l'ordre auquel appartient Bernard de Clairvaux, vont focaliser sur la région de Toulouse et d'Albi l'image d'une région où les hérétiques sont particulièrement présents. Et alors quand vous dites des communautés comme ça qui se construisent petit à petit au fur et à mesure de la route de ces apôtres, donc une communauté comprend combien de membres? C'est une famille? C'est plusieurs? Ça se passe comment? Quantitativement, c'est très difficile à savoir, mais donc à l'époque de Bernard de Clairvaux, dans 1140-1150, on a encore peut-être des apôtres itinérants. 20 ans plus tard, dans les années 1160, et pour prendre l'exemple du Midi, on sait que ces apôtres itinérants commencent à se fixer dans des villages, et avoir un rayonnement, et à côté de ces gens qui sont probablement à l'origine des clercs contestataires à l'intérieur de l'Église catholique, voire des laïcs assister à leur prédication et se convertir à ce christianisme dissident. C'est le cas, la grande manifestation dans le Midi en 1165, l'évêque d'Albi est quand même assez effrayé de voir se développer une communauté hérétique qui est conduite par un certain Olivier, et
il va organiser à Lombers, entre des prédicateurs catholiques et cet olivier et les bonhommes. C'est là pour la première fois qu'on va employer le terme bonhomme pour désigner les cathares du Midi, le terme dont ils se désignent eux-mêmes. Hein, oui. On reviendra tout à l'heure sur la signification d'ailleurs, ce qu'ils entendaient par là. C'est à Lombers en 265 qu'il y a vraiment cette première dispute entre les arguments des hérétiques et des catholiques. Et c'est là où se manifeste aussi que ces bonhommes de la région d'Albi sont bien implantés auprès de la population et manifestement ont déjà le soutien d'une partie de la petite noblesse locale. C'est une conférence de Lombers dont on parlera d'ailleurs de manière européenne, puisque on la connaît essentiellement par des chroniqueurs anglais, ce qui fait que cette histoire a tourné à travers toute l'Europe. Et quand on sait la communication à cette époque-là, la manière dont elle se faisait, que ça fasse le tour de l'Europe, c'était déjà un exploit. Oui, ça veut dire que à cette époque-là, dans le contexte féodal du Midi de la France, l'Angleterre s'intéresse beaucoup à ce qui se passe dans le Midi, puisque les rois d'Angleterre ont des revendications sur la cité de Toulouse, et tout ce qui pourrait servir à cristalliser sur la région de Toulouse et d'Albi une image d'une région pervertie par l'hérétique, où on pourrait être susceptible de montrer que les seigneurs locaux ne font rien pour lutter contre elle, ça va servir. C'est comme ça d'ailleurs que on va se mettre en place un petit peu plus tard la propagande pour la croisade albigeoise. Ouais. Mais alors dites-moi, ça va finalement très très vite. Cette philosophie, ce courant cathare se répand très rapidement, puisque vous nous avez parlé de 1140 à peu près, première chronique où l'on parle effectivement d'un apôtre, d'un prédicateur hérétique entre guillemets, et à partir de 1160, c'est ça à peu près. 1160, on sait qu'ils sont bien implantés déjà dans la région d'Albi. Ça va donc très très vite, hein, ça se répand comme une traînée de poudre finalement. Oui, pour l'Église catholique, c'est une menace à l'intérieur de l'Europe chrétienne qui devient de plus en plus sérieuse, contre laquelle vont se mobiliser des clercs, et notamment très vite l'ordre cistercien, à la suite de Bernard de Clairvaux. Oui. Mais au départ, on verra évidemment après comment ça a tourné, mais au départ, c'était un affrontement verbal, idéologique, théologique, mais on n'en venait pas encore aux mains, quoi. C'est vrai que dans l'argumentation qui va être mise en place par les cisterciens notamment, l'exemple de ce concile réunion de Lombers, c'est une dispute théologique qui est organisée, et ces disputes théologiques, on va les organiser jusqu'à la veille de ce qu'on appellera plus tard la croisade albigeoise, puisque quand le futur Saint-Dominique va venir dans le Midi de la France en 1206-1207, en fait le 8e centenaire de son arrivée dans la région de Carcassonne et de Fongeau cette année, lui aussi il vient sur le terrain des cathares, dans les villages où ils sont très présents, pour organiser des disputes, théologiques. Jusque-là, on va dire entre guillemets, c'est sain. Oui, on discute, on oppose des arguments, mais en parallèle déjà, on fournit les armes de l'autre côté. La préparation de la croisade, parce que en 1181 déjà, il y avait déjà eu une première pré-croisade militaire organisée par le pape contre la cité de Lavaur. Lavaur qui passait pour être, dans la terminologie de l'époque, la synagogue de Satan, c'est-à-dire un lieu où l'hérésie était particulièrement répandue. Ce qui est intéressant dans cette pré-croisade, cette campagne militaire qui est conduite par un légat, c'est-à-dire le représentant du pape, c'est quand même pas anodin, c'est que c'est effectivement le recours à la force militaire contre l'hérésie. Et donc progressivement, entre 1180 et 1209, début de la croisade albigeoise, l'idée de l'utilisation de la croisade qui était juste là réservée pour les infidèles, pour lutter contre les musulmans qui occupaient et menaçaient les lieux saints. Cette idée que ça pourrait aussi servir à lutter contre les ennemis de l'intérieur de l'Église qui sont les hérétiques va faire son chemin et déboucher par le déclenchement par le pape Innocent III de la croisade albigeoise. Charles Peytavy, vous restez avec nous, il nous reste énormément de questions, j'ai encore 12 000 questions à vous poser sur les cathares. On reviendra sur la croisade des albigeois évidemment. Vous nous dresserez également le portrait de celui que l'on va appeler après Saint-Dominique, parce que personnage quand même très particulier. Vous nous direz un petit peu qui il était réellement, ce qu'on en connaît, les faits historiques. Après, chacun analysera comme il l'entendra. Et vous nous parlerez de Montségur évidemment. On déroulera tout le rouleau de l'histoire cathare jusqu'à minuit dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio.
Juanes, adios lepido dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Nous parlons des cathares et du catharisme ce soir avec Charles Peytavi qui, je vous le rappelle, est historien médiéviste et il appartient au Centre national des études cathares. Il est médiateur culturel dans ce centre. Alors, Charles Peytavi, on a parlé de l'arrivée du catharisme. Alors déjà, première surprise, je pensais que c'était né chez nous. Ben non, c'est né dans le Nord, en Rhénanie, et ensuite ça s'est répandu dans toute l'Europe, jusqu'en Angleterre. Nous avez-vous dit également en Italie, en Espagne aussi, j'imagine. En Espagne un petit peu aussi, oui, ouais. Bien sûr. Quels sont les autres pays qui ont où le catharisme a pu s'exprimer? Suisse, Autriche. Non, pas jusque là. Non. Italie essentiellement. Parce que il faut voir très vite dans toute la zone de la Rhénanie ou de la Champagne, de la Flandre, l'Église a très vite réagi. Les évêques, les archevêques de ces régions-là ont très vite engagé la répression des communautés hérétiques. Donc leur ont pas laissé le temps de se développer. C'est le cas par exemple en Angleterre. Il y a très vite quelques condamnations et bûchers d'hérétiques qui bloquent la progression. Les circonstances sont beaucoup plus favorables au développement de l'hérésie dans le midi de la France et en Italie. Où là, les seigneurs sont beaucoup plus cléments et voient plutôt d'un bon œil cette philosophie et ce courant finalement. On y reviendra tout à l'heure, mais c'est ce qui a peut-être permis l'installation. Il y a en tout cas dans le midi de la France une société médiévale méridionale qui avec société de cour. Parce que là encore, il faut aussi peut-être distinguer les milieux qui vont adhérer ou pas au catharisme, qui va accueillir en tout cas cette parole chrétienne dissidente. Alors, on parle du catharisme. Géographiquement, on l'a situé. Historiquement, on voit à peu près comment est-ce que c'est arrivé dans notre région. Mais ouvrons le dossier cathare. Et qu'est-ce qu'il contient? Je veux dire par là, la doctrine c'est quoi? Leur pensée philosophique c'est quoi finalement? Qu'est-ce qui fait que les évêques catholiques voient ça arriver comme, vous avez dit, la synagogue de Satan? C'est pas rien concernant l'Avor. Le vocabulaire catholique quand il s'agit de stigmatiser l'hérésie est particulièrement... Ils vont pas dans la demi-mesure, ils y vont à fond. Alors, la doctrine, c'est quoi? Alors, il faut d'abord dire aujourd'hui une chose dont on est sûr à 100%, le catharisme, c'est un christianisme. D'accord. Parce que c'est pas totalement encore évident. Jusque dans les années 70-80, on pouvait trouver des ouvrages prétendant que le catharisme était un masdéisme, un zoroastrisme, je ne sais quelle religion orientale venue dans le midi de la France. Non, aujourd'hui, tous les historiens vont se retrouver sur ce fait, c'est un christianisme. D'accord. Un christianisme dissident. Donc, il se raccroche à la parole du Christ. Il se rapproche à la parole du Christ et qui se raccroche à la Bible et principalement au Nouveau Testament. En fait, si on voulait résumer relativement simplement le catharisme, c'est disons des croyances et des pratiques qui se sont bâties sur une interprétation de la Bible différente que celle que propose l'Église catholique à l'époque. Alors aujourd'hui, on est beaucoup plus. Vous allez trouver soit parmi les historiens ceux qui vont penser que le catharisme a toujours été le même depuis le milieu du XIIe siècle jusqu'à la fin de son existence, au début du XIVe siècle. D'autres ont voulu démontrer, je le crois en tout cas, personnellement, que ce catharisme a évolué entre le milieu du XIIe siècle et la fin du XIIIe siècle, début du XIVe siècle. Mais donc à la base, c'est le Nouveau Testament. Commentaire du Nouveau Testament et une volonté qui est de se rapprocher de ce que c'est clair à l'origine probablement pense être le christianisme primitif des apôtres. C'est pour ça qu'ils s'appelaient eux-mêmes les apôtres. Eux-mêmes s'appelaient vrais chrétiens, vraies chrétiennes. C'est aussi une dénomination que l'on retrouve. Ce qui faisait pas plaisir évidemment. Ils étaient considérés que eux seuls étaient les seuls vrais chrétiens. D'accord. Vrais chrétiens. Oui, déjà c'est un point de rupture. Ensuite. Alors, est-ce qu'ils reconnaissaient? Je vais vous poser des questions qui vont peut-être paraître simplistes, totalement idiotes, mais est-ce qu'ils reconnaissaient le Christ? Ça, oui, on est d'accord. Oui, encore qu'ils ne le voyaient pas forcément comme les chrétiens catholiques. Alors quelles sont les différences notables, par exemple? La différence notable, c'est que la christologie du catharisme, le Christ est bien venu sur terre pour annoncer la bonne parole, et c'est-à-dire que les âmes allaient pouvaient être sauvées, notamment par le baptême que les cathares conservaient, mais qui n'était pas
le baptême par l'eau, mais le baptême par imposition des mains, ce qu'on appelle dans le Midi de la France le consolament. D'accord. Et il considérait que le Christ était venu, mais sous la forme de l'apparence humaine. Il s'était pas du tout incarné. Pour le catharisme, refuse tout ce qui est souffrance du Christ sur la croix. D'ailleurs, il fustige la croix, le culte à la croix, tout ça, il le refuse, par exemple. Ah d'accord, toute la passion, tout ce qu'on appelle la passion du Christ, pour eux, c'est nul et non avenu. Voilà, oui, non, toute cette partie-là est laissée de côté. Ce sens-là, on retrouve des idées qui sont assez proches des gnostiques, par exemple. Oui. Certains historiens ont pu faire la passerelle, notamment entre les gnostiques et le catharisme. Donc le catharisme était une redécouverte d'une forme du gnosticisme. Bon, mais donc pour eux, le Christ est venu sur terre pour annoncer. Jésus-Christ a pris une apparence humaine, donc pour annoncer la parole que tout le monde, les âmes allaient être sauvées, du moment où on rentrait dans la communauté dans les communautés de l'Église cathare, des Églises cathares, en ayant reçu ce baptême par imposition des mains, qui est le consolamentum, consolament en occitan. On en parlera tout à l'heure. En ce qui concerne Marie, par exemple, est-ce qu'ils reconnaissaient comme étant la mère du Christ, la Vierge Marie? Ils ont sur ce personnage-là, non, il n'y a pas vraiment de commentaires. C'est pas un personnage important pour les cathares. Leur but, en fait, c'est aussi de proposer évidemment à la population de l'époque une voie du salut. C'était évident. En se basant sur le Nouveau Testament, et pour eux, l'idée principale, l'idée forte du catharisme, c'est exonérer Dieu du mal. Ça, c'est la grande idée du catharisme. C'est-à-dire c'est-à-dire que très vite, en se basant sur l'étude de la Bible des cathares est d'ailleurs la même que la Bible des catholiques. Il n'y a absolument pas de différence. C'est le même texte. Et le Nouveau Testament est exactement le même. Ouais. Sauf que les cathares ont plus une prédilection, par exemple, pour le texte de Saint Jean. Mais en fait, le texte est le même. D'accord. Alors, Dieu et le mal. Tout vient de l'interprétation. Ensuite. Et c'est là où les problèmes se posent. Donc, dans toutes les religions. Exonérer Dieu du mal parce que ils vont le catharisme. On s'aperçoit au milieu du XIIe siècle, en Rhénanie par exemple, les cathares sont pas encore ce qu'on appelle dualistes, c'est-à-dire ne présentent pas totalement cette vision qui consiste à dire qu'il y a à la fois un monde matériel la terre, la création, le corps qui serait mauvais, et l'âme qui serait elle bonne. D'accord. À ce moment-là, ce dualisme serait arrivé, on pense même aujourd'hui de manière plus progressive. Cette radicalisation se serait faite dans les communautés cathares fin du XIIe siècle, début du XIIIe siècle. Et donc pour eux, l'enfer, c'est ici maintenant, c'est la terre. Oui, si on veut résumer ça par une formule, on pourrait dire ça. Oui. Et le corps qui enferme l'âme. D'accord. L'idée, c'est d'abord de passer par ce qu'ils appellent un dualisme des mondes, c'est-à-dire donc ce que je viens de vous décrire. Il y a à la fois le monde de l'âme et de Dieu, et en même temps le monde d'ici-bas, sur terre, créé par un ange déchu qui serait Satan, qui aurait tenté de faire provoquer la révolte des anges, et qui aurait provoqué la chute de ces anges sur terre, et donc ce sont les âmes enfermées dans les corps. D'accord. Et à ce moment-là... Donc Dieu n'est pas le créateur du monde en fait. C'est Satan qui l'aurait créé. D'où cette interprétation... Évidemment, je caricature peut-être. Ça serait ce qu'on appelle le dualisme des mondes. Et ensuite, d'accord, on va passer progressivement chez certains cathares en Italie et dans le midi de la France à un dualisme des principes. C'est-à-dire où aurait existé, dans le premier cas que je vous ai décrit, en fait, Satan est un ange déchu, donc il était soumis à Dieu. Dieu était le principe unique et absolu. Dans le dualisme des principes, qui est beaucoup plus radical, il aurait existé à l'origine deux principes, Satan et Dieu. D'accord. Et c'est Satan qui aurait provoqué la chute des anges. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus radical. Ce qui prouve que on est face à quand même à des réflexions très très savantes, très intellectuelles. Faut pas considérer le catharisme comme une chose facile. Et d'ailleurs, on n'entrait pas dans ce que le catharisme, dans l'ordre de la Sainte Église cathare,
sans avoir fait un noviciat, sans être passé aussi par des écoles dont on a les traces dans ces régions de la Rhénanie dès le milieu du XIIe siècle, et dont on a des traces aussi dans le midi de la France. On sait par exemple qu'à Servian, à côté de Béziers, il y avait une école catharde où on développait, il fallait toute la théologie qui était par ailleurs enseignée aussi dans les maisons des bons hommes et des bonnes femmes qui étaient présentes dans chaque ville ou village de la région. Alors, vous venez de prononcer des mots intéressants, bons hommes, bonnes femmes. Expliquez-nous comment était structurée. Est-ce qu'on peut dire l'église cathare, ou je dis une connerie là, Non, on peut bien sûr parler d'église cathare. D'église cathare, d'accord. D'église cathare au pluriel même, puisqu'il y a plusieurs églises cathares. D'accord. Pour montrer les choses de manière simple, on va prendre le cas du Midi de la France, c'est celui qui nous touche. Oui. Donc, dans ce Midi de la France, on va se situer, juste à la veille de la croisade albigeoise, par exemple. D'accord. Il existe à ce moment-là plusieurs églises cathares. Puisque donc le catharisme refuse la même structure hiérarchique que celle de l'Église catholique. Il n'y a pas un pape au-dessus de l'Église qui impose la doctrine et les pratiques sacramentaires. Il y a simplement des églises cathares autonomes. Il y a une église cathare du Toulousain, avec une église cathare du Carcassès, qui sont géographiquement bien délimitées et qui sont autonomes. D'accord, et qui ont même peut-être des courants de pensée légèrement divergents. Dans le Midi de la France, c'est peut-être pas le cas. En tout cas, en Italie, au XIIIe siècle, il peut arriver que dans une même cité, on peut avoir des communautés cathares qui ne sont pas tout à fait sur les mêmes croyances. Et certains étant dualistes modérés, d'autres plus absolus. D'accord, alors, à l'intérieur... La structure de l'église cathare se fait de la manière suivante. Il y a d'abord un clergé et des fidèles. Pour parler donc les fidèles, ce sont les croyants qui ne sont pas réellement entrés dans l'ordre de la Sainte Église, qui ne sont pas partie de l'Église, qui vont assister aux prédications, mais qui ne font pas partie de l'Église cathare. Pour faire partie de l'Église cathare, il faudrait que ce fidèle, ce croyant, décide de passer un cap qui va être celui du baptême par imposition des mains, le consolament, et de rentrer à ce moment-là dans la communauté des bons hommes ou des bonnes femmes, puisqu'il y a des femmes également. Alors comment c'est le premier stade. Voilà, ça c'est le premier stade. Alors ces bons hommes et ces bonnes femmes, ils vivent à l'intérieur de maisons. Des maisons communautaires. Alors à la fois ils travaillent, et à la fois aussi ils reçoivent des jeunes qui sont installés comme novices. Ils vont prendre à la fois un métier d'ailleurs, et aussi le métier du drap, de tisserand, de laine, être artisan et en même temps être artisan et moine en même temps. C'est ça. C'est un peu les bons hommes et les bonnes femmes. C'est presque entre guillemets les moines et moniales. D'accord. Qui sont à la tête de chacune de ces maisons, qui sont à l'intérieur des villages, dirigés par un ancien ou une ancienne, qui est le chef de la maison. D'accord. Au-dessus, on va trouver ce qu'on appelle des diacres. Alors les diacres, ce sont dans l'église cathare, ils sont chargés de prêcher justement dans ces maisons, qui sont réparties dans les différents villages. Ils ont la responsabilité de maisons dans plusieurs villages, dans un secteur déterminé. D'accord. Ils ont une paroisse, en quelque sorte. Oui, c'est même plus. C'est pas simplement un village, c'est un réseau de villages qui vont animer en fait. Et au-dessus des diacres, il y a d'abord. Donc ça, c'est vraiment la base de l'animation de la communauté cathare, les diacres. Et après, encore au-dessus, il y a 3 grades importants de l'Église. Il y a ce qu'on appelle le fils mineur, le fils majeur, et encore au-dessus, la pierre angulaire, la clé de voûte, c'est l'évêque. L'évêque cathare. L'évêque cathare, c'est vraiment celui qui porte la prédication, c'est celui qui va ordonner, c'est-à-dire de baptiser, donner le consolament pour l'impétrant qui fidèle voudrait rentrer dans la communauté cathare. Et simplement le fils majeur, c'est déjà un évêque ordonné, mais il est chargé de remplacer l'évêque au moment où il va mourir. C'est un système qui prévoit ça. Et le fils mineur doit remplacer le fils le fils majeur. Petite précision aussi, on constate pas du tout la présence des femmes dans cette hiérarchie. C'est-à-dire qu'elles restent au pied de l'échelle, au niveau de bons hommes et bonnes femmes, dans les communautés. Mais après, dès qu'on grimpe dans la hiérarchie cathare, il n'y avait plus de femmes. Même si elles ont la possibilité en théorie de prêcher, elles ne le font pas. En tout cas, dans la partie avant la croisade albigeoise, c'est vrai que la répression au moment de la croisade et l'inquisition va changer un peu
les choses, elles vont prendre aussi le chemin de la prédication. Voilà à peu près comment se structurent ces églises cathares qui sont autonomes, hein. L'église cathare du Toulousain. Pour prendre un cas de figure, vous avez dans le Midi les villages de Fangeau et Bram, tout le monde doit connaître. Fangeau fait partie ce sont des villages très très proches, hein, et Fangeau fait partie de l'église cathare du Toulousain. Tandis que Montréal, qui est juste à côté, fait partie de l'église cathare du Carcassès. Et les communautés ne sont pas animées par le même évêque. Oui, tout à fait. Il faudra des circonstances exceptionnelles pour que ces églises cathares qui se rencontrent, par exemple, notamment dans cette région de Fangeau et de Montréal, l'avenue de Dominique. Oui, qui deviendra Saint-Dominique après. Le futur Saint-Dominique. Voilà. Charles Peitavi, une nouvelle pause, vous restez avec nous, et puis j'aimerais que vous nous expliquiez tout à l'heure ce en quoi consiste le consolamentum, c'est ça ou le consolament en occitan. Le consolament en occitan. Qu'est-ce que c'est? Nous y reviendrons juste après. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Anaïs, mon cœur, mon amour, vous pouvez nous envoyer vos SMS, vous pouvez poser des questions à mon invité ce soir, Charles Peitavi, qui est historien médiéviste et avec qui nous découvrons ce monde fascinant des cathares et du catharisme. Alors sur votre portable, vous tapez Sud, vous laissez un espace, votre question, votre réaction, vous l'envoyez au 71 200 et moi je répercuterai évidemment aussi fidèlement que possible votre question ou votre réaction. Charles Peitavi, parlons de ce consolament. C'est quoi exactement et c'était fait comment? Alors je vous ai dit tout à l'heure que les cathares rejetaient les sacrements de l'Église catholique, et donc conservaient comme, qui est ce qu'on appelle en latin le consolamentum ou en occitan le consolament, c'est-à-dire le baptême par imposition des mains. Alors ce baptême par imposition des mains, c'est celui que l'évêque va octroyer finalement aux fidèles impétrants qui voudraient rentrer dans la communauté des bons hommes. C'est aussi un sacrement qui peut être donné à un mourant qui solliciterait un évêque cathare au moment de sa mort pour faire une bonne fin, une bonne mort, c'est-à-dire entrer au moment de sa mort dans la communauté des cathares. Donc ce consolament des mourants existe, mais donc c'est un baptême par imposition des mains qui change l'esprit saint. Oui. Voilà. Mais il posait les deux mains sur la tête en récitant une prière. Il y avait un rituel particulier. Il y a tout effectivement un rituel qui serait peut-être un peu long à décrire, avec effectivement des lectures de la Bible, l'utilisation par exemple je parlais tout à l'heure de la prédilection pour des cathares pour l'évangile de Saint Jean. Le prologue de l'évangile de Saint Jean est lu lors du rituel, au début du rituel du consolament. Donc c'est une cérémonie. C'est une cérémonie qui peut être confidentielle, mais qui peut être aussi une très grande cérémonie publique. On a des exemples comme ça, notamment à Fangeau, à la veille de la croisade albigeoise, dans les années 1204, il y a la sœur du comte de Foix, Esclarmonde, qui rentre dans la communauté des bonnes femmes de Fangeau, et avec d'autres femmes de la noblesse locale. Et qui le font ouvertement. C'est une grande cérémonie publique, très mondaine. On pourrait parler de catharisme mondain, puisqu'il y a toute la noblesse du comté de Foix ou du Lauragais qui est présente pour cet événement. Voilà, donc... Alors, est-ce qu'il y avait d'autres, j'allais pas dire rituels, mais d'autres moments forts dans la vie d'un bonhomme ou d'une bonne femme? Alors, on pourrait parler d'abord de ce que doivent faire les fidèles, les croyants, quand ils rencontrent un bonhomme. Alors, il y a ce qu'on appelle en occitan le melioramentum, l'amélioration, c'est-à-dire que lorsque un croyant rencontre un bonhomme, il doit manifester son respect, sa soumission au bonhomme, qui part 3 genuflexions devant pour marquer son respect. D'accord. Et alors, il se signalait comment? Parce qu'ils ne portaient pas de croix, je suppose, parce qu'ils rejetaient la croix. Évidemment. Est-ce qu'ils avaient un signe, quelque chose? Non, ils étaient habillés comme des moines avec des manteaux noirs, avec la capuche, manteau noir ou bleu foncé, ça dépend des certains textes. D'accord. Mais ils avancés par deux. Prédicateur cathare, c'est-à-dire le bonhomme et ce qu'on appelle son socius, c'est-à-dire son compagnon, souvent un élève, un maître, un apprenti. Voilà, c'est ça.
c'était puis évidemment dans chaque village on connaissait très bien la maison du bonhomme, la maison des bonnes femmes, parce que les gens les fréquentaient, soit pour écouter les prédications. Et puis ils travaillaient, le bonhomme ou la bonne femme travaillait. Et on pouvait les rencontrer parce qu'on pouvait les employer pour les tâches. Alors dans leur vie quotidienne, effectivement dans les communautés cathares, le bonhomme et la bonne femme doivent chasteté. Chasteté. Obligé, c'est qu'ils vivent comme des moines. D'accord. Un végétarisme relativement draconien aussi. Ah bon? Un devoir d'obéissance évidemment à l'ancien. D'accord. Et puis donc cette particularité que ce sont dans ces communautés-là, on travaille effectivement dans des petits villages. Ils exercent des métiers qui peuvent être des métiers du textile. On appelait aussi les cathares dans la région des tisserands. D'accord. Bon, pour bien montrer qu'il y avait ce rapport avec ces métiers très importants dans l'économie de notre région à cette époque-là. Donc voilà ce qu'était un bonhomme ou une bonne femme. C'était la manière dont on pouvait le rencontrer, et puis ensuite évidemment on pouvait rencontrer un évêque, un diacre sur les chemins. Il faisait partie du paysage quotidien des gens à ce moment-là. J'imagine qu'il fallait avoir, ça faisait partie des règles pour devenir bonhomme ou bonne femme, avoir une rectitude morale irréprochable, bien entendu. Oui, bien sûr. C'est sûrement d'ailleurs cette rectitude morale qu'ils incarnaient finalement, qui les a peut-être rapprochés d'une partie de la population, et qui forçait le respect. Parce qu'ils ont eu, on l'a vu quand vous nous l'avez raconté au début de l'émission, je veux dire, ils se sont propagés dans le sud de la France à une vitesse extraordinaire. Ça veut dire donc qu'ils apportaient des réponses à des questions du petit peuple, parce ils ont eu visiblement un accueil très favorable. Là aussi, il faut faire peut-être un peu attention. Effectivement, ils se sont répandus, ils sont assez présents dans le midi de la France, mais ils ne touchent peut-être pas toutes les couches de la population. D'abord, manifestement, le catharisme n'a jamais été un mouvement majoritaire. La majorité de la population est restée catholique. Ça va varier suivant les endroits et les lieux, entre 5 et 10% de la population d'un village. Ah oui, il y a des zones comme le Lauragais où ça peut toucher une population beaucoup plus importante. Et puis ça ne touche pas non plus toutes les couches de la société. On peut, avant la croisade albigeoise, dire que le catharisme, finalement, c'est un phénomène je disais mondaine tout à l'heure. C'est-à-dire que ça touchait quand même la petite noblesse de cette région. Parce que ça touchait pas du tout les paysans, les serfs. Oui, parce qu'il fallait être lettré, avoir un niveau, je vais dire intellectuel, mais de culture minimum quand même pour réussir à bien capter le discours même théologique. Même s'il y avait un apprentissage qui était bien codifié pour rentrer dans la religion, dans l'ordre de la Sainte Église, comme ils le disaient eux-mêmes, désignaient eux-mêmes leur Église. Effectivement, le catharisme, c'est une religion, dissidence chrétienne, très intellectuelle, où il faut quand même avoir des connaissances en théologie, un accès aux Bibles qui existaient, qui se propageaient. C'est l'époque, fin du XIIe siècle, où commence à se propager les petites Bibles de poche. Oui, mais il n'y en avait pas non plus. Non, il n'y en a pas, mais il y en a suffisamment en tout cas, et dans ces milieux-là qui circulent. Pour prendre une période complètement différente, à la fin du XIIIe siècle, Pierre Authier, qui est notaire d'Ax avant de partir en Italie, devenir bonhomme et revenir dans le Midi pour tenter de réveiller le catharisme dans la région du Sabartès et du Lauragais ou dans la ville de Toulouse. Récemment, il a découvert le catharisme à travers des livres qu'il avait en sa possession. Donc ces livres-là existaient. Il se trouve qu'aujourd'hui, ces livres-là, on en a plus beaucoup. Alors, on va parler dans quelques minutes après la pause de cette tristement célèbre croisade des Albigeois qui a éradiqué complètement le mouvement cathare. Pendant le disque tout à l'heure, je vous posais la question, je dis mais quand même, il y a dû y avoir des écrits, il y a dû y avoir des commentaires, il y a dû y avoir des livres de publiés pour pouvoir quand même s'appuyer, puisqu'il y avait des écoles où les novices étaient formés, etc. Donc il y avait des livres, évidemment, forcément, pour servir de support. Et vous m'avez dit, à nos jours, on a combien de On n'en connaît que 5. 5 à travers l'Europe.
C'est très peu et c'est immense à la fois parce que plus ça aurait été pas mal quoi, mais bon, de les avoir aujourd'hui, ça nous permet de bien connaître le catharisme. Et de bien connaître, puisque donc parmi ces 5 livres on a 2 traités et 3 rituels. Oui. De bien connaître le catharisme et de ne pas faire d'erreur sur les croyances du catharisme. Il faut voir aussi que ces livres-là, par certains, ont été redécouverts qu'après au tournant des années 45-50. Donc c'est quand même quelque chose de ce qui veut dire très récent. L'Église catholique du Moyen Âge à cette époque-là a merveilleusement fait son boulot. C'est-à-dire que la répression engagée au moment de la croisade albigeoise et encore plus au moment de l'Inquisition a eu pour but effectivement de faire disparaître d'effacer complètement les écrits dissidents pour pas qu'il y ait de tentatives que l'hérésie se reproduise. Alors on peut peut-être les détailler rapidement ces livres. On va faire une pause et on va y revenir justement. On va commencer par détailler ces livres et ensuite vous nous parlerez de comment est arrivé d'abord Dominique dans la région, qui est devenu après Saint-Dominique et qui a entraîné après la croisade des Albigeois, et on parlera de Montségur évidemment. On en parlait tout à l'heure devant la machine à café, puisque nous avons une machine à café à la radio qui fonctionne bien. On parlait de Montségur et de ce bûcher qui a été un véritable massacre à cette époque-là. On y reviendra en détail tout à l'heure. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Cathy Tunstall, Suddenly I See sur Sud Radio dans les aventuriers de l'étrange. Nous parlons ce soir des cathares et du catharisme avec un historien médiéviste qui appartient au Centre national des études cathares, Charles Peytavy. Je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer des SMS et si vous avez des questions à poser, comme par exemple, est-ce qu'il existe un trésor caché des cathares? On en parlera tout à l'heure, Charles Peytavy. Vous me répondrez à cette question parce que vous avez écrit des articles en plus là-dessus. On parlera de Montségur, bien entendu, mais nous en étions restés à ces 5 pauvres livres, uniques livres qui parlent du catharisme, qui a duré sur quoi? Sur 2 siècles, 3 siècles à peu près, la période cathare. Oui, 3 siècles. 3 siècles. Donc, on imagine beaucoup de publications, même si au Moyen-Âge, les publications n'étaient pas pléthoriques, mais au moins, il y avait du livre, il y avait du texte, de la pensée philosophique qui était couchée sur papier, écrite, et là, l'Église a tellement fait son boulot que ça a totalement éradiqué les bouquins, évidemment. 5 seulement sont préservés. Lesquels? 5 manuscrits. Ils méritent d'être cités parce que c'est les seuls survivants, les pauvres. Oui, 5 manuscrits, donc 2 traités et 3 rituels. Oui. Ils ont pas tous des titres, mais parmi les traités, il y en a un qu'on appelle le traité anonyme, qui est un traité qui est probablement d'origine languedocienne, qui est très intéressant, qui a été entièrement. Alors lui, on le connaît parce qu'il a été entièrement recopié par un auteur catholique qui a lutté contre les cathares, mais qui en a recopié des morceaux. Donc là, on arrive à reconstituer ce traité. Et puis on a celui qui est fameux, peut-être plus connu, qu'on appelle le livre des 2 principes, qui a été écrit par un bonhomme italien qui s'appelait Jean de Lugio, qui a été écrit vers les années 1230-1240. Qui nous fait rentrer profondément dans les croyances du catharisme et ce dualisme des principes, justement, dont je parlais, les 2 principes. La théologie cathare, vraiment, les fondements. On va totalement dans les fondements. Et puis on a la chance d'avoir les 3 rituels, un rituel latin et 2 rituels, là c'est en occitan. D'accord. Ça c'est intéressant. Quand on travaille sur le catharisme dans le Midi, un qu'on connaissait déjà à la fin du 19e siècle, qui se trouve aujourd'hui à la bibliothèque municipale de Lyon. Ceux qui ont internet d'ailleurs peuvent aller sur le site de la bibliothèque municipale de Lyon voir les photographies. Il est à la suite d'une bible en occitan. D'accord. Et on a les photos de ce texte à la bible sur le site internet de la bibliothèque municipale de Lyon. Et un autre pour montrer que la diffusion du catharisme s'est faite vraiment à travers toute l'Europe. Un qui est notre rituel occitan qui a été découvert à Dublin. C'est un livre qui a connu des vicissitudes parmi les et là aussi on en a que des fragments, mais c'est totalement aussi intéressant d'avoir ce texte-là. Et aujourd'hui, le grand public peut avoir accès à ces textes, parce qu'ils ont été traduits en français dans les années 60 par René Nelly. René Nelly, écrivain, grand spécialiste des cathares dans les années 60, qui est le fondateur du centre d'études de cathares à Carcassonne, et qui a eu le souci dès les années 60 d'écrire
une transcription de tous ces textes en français. Donc, d'accord. C'est un livre Écriture Cathare, ça s'appelle. Oui. Les éditions du Rocher, et tout le monde aujourd'hui peut avoir accès à ces textes cathares. À cette connaissance. Voilà. Charles Paytavi, est-ce que les cathares avaient des jours de messe? Comme dans l'Église catholique, c'était le dimanche, on se retrouvait pour la messe. Est-ce qu'il y avait des jours de messe, et est-ce que les cathares ont construit des églises? Alors, il n'y a pas de messe. Ça c'est fait. Il n'y a pas de messe parce que de toute façon il n'y a pas du tout de sacrement, l'Eucharistie, la communion, refusé, donc là on fait pas. Il ne peut pas y avoir d'incarnation du Christ dans une hostie, hein, puisque pour eux le Christ refusait le corps, enfin ce que je vous expliquais tout à l'heure. Oui, d'accord. Donc déjà c'est réglé. La confession. Il y a des non plus, évidemment pas de ce système de confession non plus. Oui. Simplement des prédications, des repas pris avec les fidèles dans lesquels il va y avoir aussi une prédication aussi, mais et pas d'église, non, forcément pas d'église. Mais quand vous dites prédication, c'est-à-dire explication, un thème choisi, voilà, commentaire, développé, etc. C'est ça, hein, d'accord. Oui. Donc pas d'église, pas de lieu, pas de temple, pas de. Et ils sont vraiment dans leur esprit en train de réhabiliter, j'allais dire, de revivre le christianisme primitif du temps des apôtres. Hein, donc, et donc pas d'église, non, puisque les maisons cathares, ce sont des maisons que l'on trouve dans n'importe quel village de l'époque. Ces villages qu'on a parfois retrouvés grâce à l'archéologie, à Montségur ou à Lastour, Cabaret. Mais de quoi vivaient les bons hommes, les bonnes femmes de leur métier, ça on l'a bien compris. Mais ensuite ceux qui étaient au-dessus, c'est-à-dire le diacre, le fils mineur, le fils majeur, l'évêque, de quoi vivait-il? Ils vivent d'abord du travail effectivement qui est effectué dans les maisons, et puis ensuite de donations. D'accord. Qui sont faites à l'église cathare. L'église cathare, on arrive à retrouver ça dans les registres de l'Inquisition par les témoignages qui ont été recueillis. On voit qu'il y a des dons qui peuvent être à la fois des dons numéraires, hein. Très vite se constituer des caisses, des trésors numéraires de l'Église qui lui permettent de survivre, de se développer, et parfois des dons en nature, ça va être des champs, enfin. Oui, tout à fait, d'accord. Et les diacres et les évêques vivent de ça, ils vivent de la sollicitude des fidèles qui les reçoivent. Est-ce qu'ils étaient riches comme l'Église catholique par certains endroits, où ils vivaient finalement assez chichement, et ça faisait partie de leur philosophie? Faut distinguer deux choses. Le bonhomme, de manière individuelle, il vit dans la pauvreté évangélique. Hein. D'accord. Donc il amasse pas de fortune, personne. Mais l'Église de Cathare, effectivement, constitue des caisses numéraires pour pouvoir effectivement pallier aux besoins des communautés quand c'est nécessaire. Ça va se révéler particulièrement important au moment de la croisade albigeoise et la répression inquisitoriale, parce que ces caisses-là vont permettre de payer des passeurs, de créer des réseaux de soutien. Mais donc mais individuellement, l'évêque, il incarne la pauvreté évangélique, et il va sur les chemins, il prêche, et évidemment il vit de la sollicitude de ceux qui le reçoivent, qui lui offrent le gîte et le couvert. Alors, parlons maintenant, on va commencer à découvrir l'arrivée de la croisade des Albigeois. Dominique arrive. Alors Dominique, il arrive avant la croisade. Bien avant. Bien entendu. Alors, dressez-nous le portrait de cet homme. Alors, pour bien comprendre le contexte dans lequel Dominique arrive, il faut voir d'abord qu'il n'arrive pas tout seul. Dans le midi de la France, parce que c'est pas à ce moment-là encore un personnage de premier plan. Le personnage de premier plan, Dominique, c'est un chanoine de l'église cathédrale d'Osma en Castille. Il accompagne dans le midi de la France son évêque Diègue d'Osma. Et il rentre en fait d'une ambassade dans le nord de l'Europe, au Danemark. Et ils viennent de passer par Rome, et au début de l'année 1206, en janvier 1206, à Montpellier, ils vont rencontrer les légats du pape, notamment Pierre de Castelnau, qui sont présents à Montpellier. Ces légats qui sont les représentants du pape dans le Midi, missionnés dans le Midi pour une chose bien précise, c'est-à-dire remettre de l'ordre dans l'église catholique de l'époque, et convaincre les ecclésiastiques de ces temps-là de lutter contre l'hérésie. Et non seulement les ecclésiastiques, mais aussi les grands seigneurs en place, principalement le comte de Toulouse et le vicomte de Carcassonne, et d'Albi de Béziers.
Donc la rencontre se fait à Montpellier, c'était il y a 800 ans là cette année. Hein. Ouais. Et Diego d'Osma écoute les légats qui sont un petit peu, disons un peu désespérés de ne pas arriver à la lutte contre l'hérésie et à convaincre à la fois les nobles et les ecclésiastiques en place de lutter contre l'hérésie. Ouais. Donc il leur dit mais il faut peut-être revenir à un modèle de prédication proche finalement de celui qui a été adopté par les aller sur leur terrain, dans les villages là où ils sont implantés, là où ils ont leurs écoles. Et puis prêcher en adoptant un modèle aussi de prédication évangélique, c'est-à-dire se dépouiller de tout l'apparat et d'aller au contact, tenter d'organiser des disputes théologiques pour essayer de les confondre sur le terrain de la théologie. C'est ce qui va se passer. C'est comme ça que des Dominiques vont partir à Servian, là où il y a une école hérétique d'abord, puis ensuite à Béziers, à Carcassonne, et ils vont se retrouver dans la région de Fangeau et d'Albi, où il y aura des rencontres, ce qu'on appelle des disputes à l'époque théologiques, entre les théologiens cathares et Dominique et son évêque Diego d'Osma et les légats. C'est là où il y aurait eu aussi dans la tradition dominicaine ensuite à Fangeau le fameux miracle du feu. Ah, j'allais vous en parler. Alors ce parchemin, allez-y, il faut nous en parler. Oui, c'est la tradition dominicaine, mais qui se met en place finalement très tôt au début du XIIIe siècle, lors de ces disputes qui auraient eu lieu à Fangeau, à Montréal, entre Dominique et les prédicateurs cathares, notamment celui qui va devenir l'évêque cathare du Toulousain, Guillabert de Castres, qui est la grande figure du catharisme toulousain, l'église toulousaine de cette époque. On aurait mis les arguments des uns et des autres par écrit, on aurait allumé un feu pour réaliser une ordalie par le feu. Les cris des hérétiques auraient... C'est-à-dire Dieu allait reconnaître ses enfants. Voilà, les cris des hérétiques à brûler, et celui de Dominique resté au-dessus des flammes, jusqu'à marquer une poutre qui est toujours aujourd'hui conservée dans l'église de Fangeau. Et que l'on peut voir d'ailleurs. Oui, tout à fait. En dehors du fait du miracle d'un terrain sur lequel en tant qu'historien je ne me placerai pas, les disputes ont eu lieu à Fangeau et à Montréal. Dominique et Diego d'Osma ont eu quelques succès, ont réussi à convaincre des bonnes femmes de regagner le giron de l'Église catholique. Ce sont celles qui vont devenir les premières moniales du monastère de Prouille, qui sera installé dans la plaine lauragaise au pied de Fangeau. Mais pour des raisons liées au contexte de cette époque, c'est cette mission de prédication qui va être aussi un peu relayée par certains cisterciens sur le terrain, évidemment va pas assez vite. Et puis il y a les circonstances politiques avec l'assassinat du représentant du pape, le légat Pierre de Castelnau, qui n'arrange rien sur les berges du Rhône, par probablement un homme du comte de Toulouse, qui va déclencher la croisade albigeoise. Alors, la croisade albigeoise démarre quand ? Alors, la croisade, elle démarre, la date officielle du début de la croisade, c'est juin 1209, c'est quand le pape Innocent III a réussi à mobiliser probablement une des plus grandes armées jamais réunies en Europe pour se lancer à travers la vallée du Rhône, lutter contre les seigneurs du Midi qui à ses yeux ne luttent pas contre l'hérésie, en particulier le comte Raymond VI de Toulouse qui a été excommunié pour le et cette armée compte combien de soldats? Alors ça c'est très difficile à dire. Par contre, ce sont les seigneurs qui vont participer, les hommes qui vont participer à la croisade viennent à peu près de toute l'Europe. Ce qui est là aussi intéressant de voir, c'est un événement qui concerne toute l'Europe. Ils viennent aussi bien on a souvent opposé les seigneurs du nord de l'île de France avec les seigneurs du Midi. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a des seigneurs d'île de France, mais il y en a qui viennent aussi de régions qui sont en Autriche aujourd'hui, qui sont en Frise, en Belgique, en Flandre, d'Angleterre. Il y a même des méridionaux qui participent à la croisade. D'accord. Ces seigneurs, c'est la première croisade que l'on organise. C'est la première croisade organisée à l'intérieur de l'Occident chrétien. Voilà. Et où la guerre va se situer donc en Europe même, alors que les croisades avant traversaient le Bosphore et allaient ferrailler contre les musulmans en terre dite sainte pour délivrer le tombeau du Christ, etc. Bien. Donc là, c'est la première. C'est la première. C'est vraiment une première. Est-ce que les seigneurs n'ont pas été, je dirais, appâtés par le gain, par les terres qu'ils allaient pouvoir prendre, par l'argent qu'ils allaient pouvoir ramasser entre guillemets en allant lutter contre entre guillemets les cathares?
L'organisation d'une croisade, c'est les motivations des seigneurs qui y participent, c'est toujours très compliqué, surtout qu'ils nous ont pas forcément laissé les écrits qui nous permettent de les interpréter. Il est évident que l'armée qui se réunit en juin 1209, qui s'apprête à descendre dans la vallée du Rhône d'abord pour lutter contre le comte de Toulouse, elle réunit des seigneurs qui sont profondément pétri de cet idéal des croisades, et c'est le cas de Simon de Montfort par exemple, qui est pas au premier plan, c'est pas encore le chef de la croisade, Simon de Montfort à ce moment-là, c'est le duc de Bourgogne, le comte de Nevers qui la dirige du point de vue militaire, et puis le légat représentant du pape, le cistercien Amaury. Simon de Montfort, il est encore un personnage de second plan, mais c'est un croisé qui a participé en 1204, qui c'est à la croisade qui avait pour but de livrer le saint, qui a été ensuite détourné sur Constantinople. Simon de Montfort, lui, n'est pas allé à Constantinople, il était resté sur cette île, il est allé quand même se battre pour délivrer les lieux saints. Et Jérusalem. Donc évidemment, c'est une armée réunie pour 40 jours. Il y a des indulgences, ça qu'ils peuvent récupérer, c'est-à-dire des promesses de salut. Évidemment, les terres conquises sur les hérétiques, elles sont aussi mise en proie, comme on dit. Donc donc il peut y avoir toutes sortes de motivations. La plus grande bataille, la bataille qui a marqué la croisade des Albigeois, s'il y en a eu une, ce serait laquelle? Alors la croisade albigeoise, c'est une guerre qui dure 20 ans, 1209 à 1229, avec énormément de péripéties, puisqu'il y a toute une première partie de cette croisade donc qui est lancée d'abord contre le comte de Toulouse, mais comme très vite le comte de Toulouse s'aperçoit qu'il est menacé, il va faire pénitence à Saint-Gilles-du-Gard devant le légat du pape, donc il va rentrer dans l'église à genoux, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a tout un rituel de pénitence. Avec une corde autour du cou. La corde non, mais pas encore à ce moment-là. Mais il est à genoux effectivement. Et comme pénitence, il va rentrer lui-même dans l'armée de croisade. Donc cette armée qui a été lancée se retrouve sans cible particulière. Il faut bien lui donner une cible. Alors là, il y en a un qui comprend très vite qu'il va devenir la cible de cette croisade. C'est le vicomte de Carcassonne, d'Albi Béziers, Raymond Roger Trincavel. Lui, il se dit, ça va être pour moi, là. Surtout que il va tenter de faire lui aussi amende honorable auprès du légat du pape, qui va lui refuser. Donc cette armée va se précipiter d'abord sur ces domaines. Alors Béziers d'abord, avec l'épisode qu'on connaît, les Biterrois qui tentent de narguer les croisés, qui font une sortie. C'est-à-dire, expliquez-nous ça. L'épisode de Béziers, on connaît bien le massacre de Béziers parce que ça a fortement marqué les esprits. C'est en fait tout à fait si ce massacre a eu lieu, c'est qu'à un moment donné, les Biterrois, quand l'armée de croisade s'est installée devant la cité, ont tenté une sortie pour aller narguer les routiers, enfin les soldats qui étaient de l'armée de la croisade. Ils s'en sont évidemment aperçus et ils ont poursuivi. Si les Biterrois n'ont pas eu le temps de rentrer, de refermer la porte de la cité de Béziers, et donc le flot de l'armée de croisée est rentré dans Béziers, et c'est là qu'il y a eu un massacre important de la population, même si toute la population de Béziers n'a pas été tuée à ce moment-là. Ça, c'est un massacre suffisamment important pour marquer les esprits, pour que la ville de Narbonne, par exemple, ouvre ses portes prudemment aux croisés sur le conseil de son archevêque. Ensuite, évidemment, il y a le siège de Carcassonne qui dure 15 jours, qui se solde par la reddition du vicomte Raymond Roger Trincavel, qui mourra dans les propres geôles de sa cité quelques temps plus tard. Et là, l'ost qui dure 40 jours, la mobilisation des chevaliers est terminée. Il se pose le problème de qui va rester pour finir la conquête des terres du vicomte Trincavel, Albi, et puis tout le Razès, les Corbières. Les chefs militaires de cette croisade, le duc de Bourgogne, le comte de Nevers, vont pas vouloir rester, et le légat du pape va désigner Simon de Montfort, qui lui choisit de rester avec quelques chevaliers d'Île-de-France et qui va être choisi pour incarner la croisade sur le terrain. Alors ça, c'est la première phase de conquête de Simon de Montfort jusqu'en 1211. Ça sera de faire la conquête des terres du vicomte Trincavel, il y a évidemment des sièges célèbres, on peut pas tous les revoir en détail, comme sur le siège de Minerve, le siège de Termes dans les Corbières. Et puis à partir de 1211, le comte de Toulouse Raymond VI est une nouvelle fois excommunié par l'Église, et Simon de Montfort va pouvoir avoir le champ libre pour lutter contre le comte de Toulouse. Ça, c'est la deuxième phase de la croisade albigeoise, qui se terminera avec la mort de Simon de Montfort en 1218 devant les murs de Toulouse, puis qui avait été entre-temps reprise par le comte. Ça, c'est la première phase. Ensuite, il y a le fils de Simon de Montfort qui va sur le terrain tenter de poursuivre la croisade, Amaury de Montfort,
mais très vite il va être obligé de se replier sur Carcassonne face à une armée méridionale mobilisée par le comte de Foix et Raymond VII de Toulouse. Et en 1224, Amaury de Montfort est obligé de repartir en Île-de-France et d'abandonner le Midi. Ouais. Et là, les cathares n'existent plus ou quasiment plus. Non, ce qui était c'est très évidemment la croisade, la première partie de la croisade albigeoise a allumé toute une série de bûchers où les hérétiques, les bonhommes ont été brûlés. Ça commence en 1209, le premier bûcher de croisade c'est à Castres, un bonhomme qui est brûlé à Castres en 1209. Il va y avoir le bûcher de Minerve, enfin des bûchers importants, mais au moment où Amaury de Montfort repart, on s'aperçoit que le catharisme au contraire va réinvestir tous les lieux où il vivait avant la croisade, et qu'il est encore très présent et très développé, suffisamment fort et organisé encore à ce moment-là pour qu'en 1226 les cathares, à côté de l'évêché cathare du Toulousain et celui du Carcassès, créent un troisième évêché qui est l'évêché du Razès, donc toute une zone de prédication à l'échelle de l'Haute-Vallée de l'Aude et des Corbières. Donc la croisade n'aura pas servi à grand chose dans la lutte contre l'hérésie, même si évidemment il y a eu des bûchers individuellement Et là, c'est l'Inquisition qui va s'en charger. Alors, dans un premier temps, il va y avoir entre 1226 et 1229 ce qu'on appelle la croisade royale, c'est-à-dire le roi de France Louis VIII qui va lui-même descendre dans le Midi pour prendre en tête la croisade. Alors, il a attendu un peu entre 1224 où Amaury de Montfort lui remet les droits qu'il avait conquis par son père dans le Midi, et 1226, le moment où il s'en va en croisade, il attend un peu parce qu'il veut se faire financer cette croisade entièrement par l'Église. Évidemment, pas bête. Et Louis VIII ensuite descend par la vallée du Rhône pour faire la conquête du Midi. Et ça se termine, cet épisode qu'on appelle la croisade royale, par le traité de Montparis de 1229, où le comte de Toulouse Raymond VII va faire pénitence devant alors pas Louis VIII, parce qu'entre-temps il est mort de maladie contractée au siège d'Avignon en 1226, mais sa veuve Blanche de Castille et son fils Louis IX, le futur Saint-Louis. Donc cette pénitence de Raymond VII sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris, humiliation publique évidemment. Là il y a la corde. C'est là où d'accord. Et ça termine l'épisode de la croisade albigeoise. Mais du point de vue de l'essor du catharisme, finalement, malgré les coups, c'est vrai, sévères, qui ont démantelé beaucoup, notamment l'église cathare du Carcassès, moins celle du Toulousain, parce que déjà pendant la croisade albigeoise, la hiérarchie de l'église cathare du Toulousain s'est réfugiée à Montségur. Donc c'est protégé dans Montségur, dans toutes les zones du pays de Sceaux. Mais le catharisme à la sortie de la croisade est toujours bien présent dans le Midi de la France. Il faudra que l'Église à ce moment-là choisissent un autre moyen d'action pour lutter contre ce catharisme. Ça sera l'Inquisition, c'est-à-dire une procédure judiciaire qui va être mise en place, confiée aux dominicains. Et c'est de là que l'on dit que Saint Dominique qui deviendra Saint Dominique, est l'inventeur de l'Inquisition. Il y aura une légende qui va se développer, d'abord revendiquée par les dominicains eux-mêmes. Dominique lui-même se contentait avant la croisade albigeoise, puis ensuite quand il revient entre 1211 et 1215 dans le Midi, de prêcher et d'essayer de convertir par la parole, ou en octroyant des lettres de pénitence à ceux qui étaient hérétiques mais qui ramenaient la légende d'église. Donc lui pratiquait pas du tout l'Inquisition, ni la torture, ni la question. Mais effectivement, on va confier ensuite à son ordre qu'il a créé à Toulouse en 1217 la fonction de l'Inquisition à partir de 1233. Et là, effectivement, les vies de Saint-Dominique, les légendes écrites après vont mettre le point accentué, comme Dominique présent dans les événements de la croisade, comme aussi figure au point de départ de l'Inquisition. Mais ça, c'est une légende. Là, c'est légende noire. Légende, j'allais dire propagande. Mais des dominicains à cette époque-là, et là, ils vont rentrer en action. L'Inquisition, ou la Sainte Inquisition entre guillemets, va rentrer en action. Et là, ça va être une autre paire de manches. Dans quelques instants, on va parler de Montségur, puisque c'est une figure incontournable de l'histoire du catharisme, bien entendu. Qu'est-ce qu'il s'y est passé exactement? Combien de cathares ont péri là-bas sur le bûcher? Vous allez nous expliquer ça dans quelques instants. Et puis nous allons parler également du ou des trésors cathares, si tant est qu'ils ont existé. À tout de suite. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Je m'en vais
Nous restons sur Sud Radio jusqu'à minuit pour parler des Cathares et du catharisme avec mon invité Charles Peïtavi qui est historien médiéviste. Alors Charles Peïtavi, avant que vous nous fassiez vivre ce siège de Montségur qui a été très long d'ailleurs, hein. Les Cathares ont résisté fort longtemps dans ce nid d'aigle. Parlez-nous un petit peu de l'Inquisition. Ça consistait en quoi? Ça fonctionnait comment exactement? C'était pas des tendres, hein, en tout cas. Alors l'Inquisition, en fait, ça, c'est face à l'impossibilité de pouvoir démanteler les réseaux protégeant les hérétiques. L'Église met en place à partir de 1233, dans le midi de la France, à partir de Carcassonne et de Toulouse, une procédure, en fait, un office, c'est-à-dire un tribunal, une procédure judiciaire qui est donc confiée à des dominicains. Donc c'est là que est née l'Inquisition. Oui, voilà, enfin dans le midi de la France, elle avait été un petit peu expérimentée en Champagne, si on peut dire, avant contre d'autres hérétiques, mais c'est vrai elle prend corps et se développe dans le midi de la France, entre Toulouse et Carcassonne. Et là, ça devient une arme redoutable. Oui, parce que en fait, en quoi ça consiste? Donc il y a des dominicains essentiellement ici qui vont partir sur le terrain ou convoquer à Toulouse parfois des villages entiers pour les interroger sur s'ils ont vu tel ou tel hérétique connu, tel ou tel bonhomme, faire comme ça des recoupements pour avoir une vraie enquête policière, des listes. Et quand on regarde ces registres d'inquisition qui pour les historiens aujourd'hui sont des mines de renseignements évidemment très importante, on constate que les premiers registres des premières années de l'Inquisition, ça consiste à établir des listes de noms de tous ceux qui, croyants, fréquentent les bonhommes, ou ceux qui sont évidemment bonhommes pour pouvoir les capturer, les faire les prisonniers. Parce que quand ils sont dans les mains de l'inquisiteur, ils ont le choix de rejeter, d'abjurer l'hérésie et de revenir dans le giron de l'Église. C'est ce qui va se passer pour un certain nombre de bonhommes. D'ailleurs, on a un registre qu'on appelle communément le registre des parfaits convertis. Parfait, alors terme de l'Inquisition justement, puisque qui est synonyme de bonhomme pour nous aujourd'hui, mais qui signifie Hereticus perfectus, c'est-à-dire l'hérétique parfait, accompli, celui qui est vraiment, d'accord, c'était pas du tout un terme cathare utilisé par les cathares eux-mêmes. C'est un terme de la répression et de l'Inquisition. C'est pour ça que je l'emploie pas d'ailleurs d'accord. À dessein. Mais ce registre des parfaits convertis nous montre que comme ça, dans les années 1240, l'Inquisition se met véritablement en place. On a beaucoup de bonhommes qui choisissent d'abandonner, d'abjurer l'hérésie. Oui, mais si ils abandonnent le catharisme qui a été leur vie, c'est qu'il y a des menaces qui pèsent. Je veux dire, c'est-à-dire que l'Inquisition ne se contente pas juste de rapports policiers, dit alors, monsieur, c'était pas bien. S'ils n'abjurent pas, ils sont condamnés à la prison, ou ce qu'on appelle au mur à l'époque. Et si en plus on les surprend, par exemple, à retomber dans l'hérésie une fois avoir été libérés, ils sont considérés comme un relève. C'est là, à ce moment-là, ils risquent tout le bûcher. Oui, carrément. Donc, d'accord. Ensuite, l'Inquisition a toute une série de peines qu'on n'a pas systématiquement au bûcher. Là non plus, il ne faut pas imaginer que il y a toute une série de peines réservées notamment pour les croyants hérétiques qui vont être condamnés soit à accomplir par exemple des pèlerinages, des choses comme ça. Oui, d'accord. Mais par exemple, ceux qui accomplissent les pèlerinages devront porter sur leur manteau une croix jaune. Signe que ils ont été à un moment ou l'autre hérétiques. Pour qu'on les voit bien, qu'on les voit bien arriver de loin. Pour montrer au reste de la population ce qui les attend au cas où ils tombent hérétiques. Mais on parle, quand on dit l'Inquisition, on pense tout de suite à la torture, la question. Est-ce que c'était utilisé ou La torture va être autorisée par les papes au cours du XIIIe siècle. Mais elle n'est pas utilisée de manière systématique comme ce le sera pour le moment de l'Inquisition espagnole. D'accord. Donc la coercition, elle est très présente, évidemment, dans cet univers de l'Inquisition. Pour autant, on arrache évidemment les aveux. On va retenir les gens prisonniers dans les cachots. De manière à les faire parler et à obtenir leurs aveux qui seront
retranscrit dans ces fameux registres d'inquisition. Oui. Parole souvent en occitan de ces gens, mais qui aujourd'hui est retranscrit dans les registres en latin. D'accord. Alors, en ce qui concerne Montségur, d'abord, resituez-nous géographiquement où est-ce que cela se trouve et à quoi cela ressemblait à cette époque-là. Alors Montségur, l'épisode de Montségur va se situer justement dans cette phase où l'Inquisition commence dans le Languedoc, à accomplir un peu son office et ses enquêtes. Montségur, c'est un POG, c'est un pic en Ariège. Aujourd'hui, pas très loin de la Velanée aujourd'hui. Enfin, je pense que quand même, dans la région, tout le monde le situe plutôt bien. Le château de Montségur, évidemment, et le site ne ressemble pas à ce qu'il est aujourd'hui, ne serait-ce que parce que la forteresse que l'on peut visiter sur le site aujourd'hui est la forteresse royale qui a été reconstruite sur les bases de l'ancienne. Sur les bases de l'ancien château qui existait, surtout du village qui a été occupé par les communautés cathares à partir du début du XIIIe siècle. Donc c'était un village fortifié avant. Le site de Montségur au début du XIIIe siècle était occupé par un village fortifié qui avait été visiblement déserté. Et c'est au début du XIIIe siècle quand la croisade des Albigeois a commencé, qu'il y aurait eu, on suppose, une mobilisation de la hiérarchie de l'évêché cathare du Toulousain pour convaincre le seigneur de Montségur, Raymond de Péreille, de remettre en état ce village pour servir en fait de point de refuge à la communauté en cas de danger, en cas de danger qui commençait évidemment à se profiler. Ça, j'imagine. Ouais. Et dès 1209, on sait que la communauté hérétique du Toulousain, qui est autour de Toulouse, dans la région du Lauragais, une bonne partie va se réfugier déjà à Montségur. Ouais. Il est question aussi de Montségur au moment en 1215 du concile de Latran, réuni autour du pape à Rome, où on accuse déjà le comte de Foix d'avoir sur ses terres ce château de Montségur, même si c'est pas véritablement le seigneur. Et là, c'est déjà repéré à ce moment-là, on le voit par les évêques qui sont présents comme étant le nid d'aigle, refuge des hérétiques. Donc, l'Église est au courant que Montségur, ce site-là existe. Et c'est un lieu qu'il devient urgent d'éradiquer. À partir d'un moment, oui, puisque dès que l'Inquisition se met en place, en fait, dans les années 1232, la hiérarchie de l'église cathare du Toulousain, Guillabert de Castres, qui est l'évêque cathare du Toulousain, qui est la grande figure du catharisme du Midi, décide de se replier sur Montségur et d'en faire la tête de pont de la prédication hérétique, mais étant à l'abri et de réinvestir ce site. Et dans les années 1240, ça devient effectivement de plus en plus urgent pour l'Église et pour le pouvoir royal qui s'est installé après la croisade albigeoise dans le Midi, de détruire ce refuge de l'hérésie. Et donc va se mettre en place une expédition, presque une expédition de croisade, conduite par le sénéchal de Carcassonne contre le château le village fortifié, disons plutôt, de Montségur, entre l'année 1243 et le mois de mars 1244, où le château va faire sa reddition. C'est un siège exceptionnel à plus d'un titre. D'abord parce que véritablement l'armée royale va encercler le POG de Montségur. Il va y rester l'hiver, alors que c'est vraiment l'hiver. On peut imaginer que dans cette région particulièrement rude, et qu'en plus cette armée se retrouve dans un pays qui est complètement acquis à la cause des seigneurs méridionaux et des hérétiques, qui eux arrivent facilement à se ravitailler, mais peut-être pas aussi bien l'armée royale à ce moment-là. Oui, tout à fait. Et ça va être une progression de cette armée pour prendre position sur la montagne de Montségur, pouvoir réinstaller des machines pour contraindre finalement la garnison de ce village fortifié commandé par Raymond de Péreille et Pierre-Roger de Mirepoix de rendre le village de Montségur. Alors, il faut imaginer aussi que dans les derniers temps où les croisés ont commencé à installer leurs machines de guerre suffisamment haut pour pouvoir frapper le village fortifié, c'est des pilonnages incessants de boulets. D'ailleurs, le site, la montagne de Montségur est couverte de boulets retrouvés par les archéologues qui prouvent un siège d'une forte intensité. Et psychologiquement, ça devait être particulièrement dur pour ceux qui étaient à l'intérieur de Montségur, et particulièrement pour les familles qui s'étaient réfugiées autour de
de leurs parents qui eux étaient bonhommes. Oui. Ils étaient combien? Est-ce qu'on sait à peu près dans ce village, grosso modo? Là, c'est toujours difficile d'établir des statistiques, des chiffres. Bon, on sait en tout cas que les bons hommes et bonnes femmes qui vont être brûlés lors du bûcher qui va clôturer le siège étaient à peu près environ 200, un peu plus de 200, ça dépend des chroniques. Ce qui veut dire qu'il y avait entre 700 et 500 personnes à peu près. Oui, peut-être même un peu plus, ça dépend. C'est difficile. Il y avait à la fois une garnison proprement militaire qui elle sera épargnée au moment de la reddition du siège. Le seigneur Pierre-Roger de Mirepoix, par exemple, lui va être interrogé par l'Inquisition. De toute façon, la garnison va être interrogée par l'Inquisition. Ça, c'est très précieux pour nous parce que c'est grâce à ça qu'on peut reconstituer semaine par semaine pratiquement ce qu'a fait Michel Roquebert dans son livre Se consacrer à Montségur. Le siège, c'est par tous ses tenants et ses aboutissants. Le siège va durer combien de temps en tout à peu près? Il dure plus de 10 mois. C'est un siège très long, avec une partie en hiver. Donc évidemment. Et les gens à l'intérieur ont réussi à résister, à continuer à avoir à manger. Oui, il y avait 10 mois. Il y a eu quand même un réseau de autonomie, c'est très. Il y a un réseau de solidarité qui se met en place avec tout l'arrière-pays, le Sabartès, la vallée de l'Ariège et puis le pays de Sceaux. On arrive facilement à franchir les lignes de l'armée du roi de France, du Sénéchal qui était à côté. Il faisait même faire venir un spécialiste des machines de guerre pour pouvoir résister à l'intérieur du château. Enfin, on sait très bien comment ça avait été. Tout ça, cette résistance-là, s'est mis en place. Malgré tout, effectivement. L'usure de ces mois passants, au mois de mars 1244, ça devient très difficile de continuer à résister à l'intérieur de Montségur et décision est prise avec l'évêque cathare de la communauté du Toulousain qui est Bernard Marty et le seigneur Pierre-Roger de Mirepoix de procéder à la reddition de Montségur, ce qui veut dire pour les bonhommes inévitablement le bûcher. Ce qui devait être donc une forte décision aussi à prendre et ils se sont donné le temps d'organiser cette reddition. Les bonhommes aussi bien avec le seigneur Pierre-Roger de Mirepoix. C'est comme ça que par exemple va être évacué une partie de ce fameux ce qu'on va appeler le trésor des cathares de Montségur. Oui, on y reviendra. Le trésor numéraire de la communauté. En tout cas, ils prennent le temps d'organiser la reddition et la communauté cathare prend le temps d'organiser, j'allais dire, sa fin. Oui, parce qu'ils savent que s'il y a reddition... Ah oui, que c'est la mort qui les attend en bas du POG avec les inquisiteurs. Et alors, parmi ces choix, il y a aussi des gens qui ne sont pas de la communauté des bonshommes, qui font partie de la garnison, qui choisissent de se faire bonhomme à ce moment-là et qui, eux, par ce choix-là, c'est donc se condamnent à mort. Se condamnent en tout cas à vivre le bûcher et c'est incroyable. Le drame humain a dû être immense. Beaucoup de mal à se replacer évidemment dans la psychologie de ce qui s'est passé, de ce qui s'est joué là-bas. Et effectivement, donc il y a reddition de la garnison militaire et les bons hommes et les bonnes femmes sont faits prisonniers. Ils sont pas du tout interrogés par l'Inquisition. C'est la garnison qui va être interrogée par l'Inquisition. Les bons hommes et les bonnes femmes, eux, vont être conduits au bûcher le 16 mars 1244. Alors ça se déroule comment et combien sont-ils? Alors ils sont à peu près, ce que je disais, suivant les chroniques, le chiffre est pas un peu plus de 225 bonhommes et bonnes femmes à être brûlés sur le bûcher. Alors brûler sur le bûcher, c'est pas tout à fait exact puisque le bûcher de Montségur, c'est en fait la construction d'un grand enclos. C'est un bûcher collectif, donc c'est enfin l'armée royale va construire un enclos. On va faire rentrer les bons hommes et les bonnes femmes à l'intérieur, et ensuite on va mettre le feu à cet enclos en jetant par-dessus des branchages enflammés, de la poix. Enfin, ils vont sûrement mourir étouffés au départ plutôt que. Sauf une bonne femme. Une bonne femme va être épargnée. Elle s'appelle Alazaïs Razer. Et elle va être, elle ne va pas connaître le même sort que tous les bons hommes et bonnes femmes de la communauté de Montségur, mais elle va être conduite à Bram, dans la plaine lauragaise entre Toulouse et Carcassonne, parce qu'elle était originaire de Bram, et elle sera brûlée sur un bûcher individuel dans ce village où elle était originaire,
peut-être marqué les esprits de cette communauté pour l'exemple. Et c'est la seule qui va échapper si j'ose dire, à ce massacre, qui va être de quelques jours, en tout cas, elle va mourir sur un bûcher individuel. Ouais. Charles Peytavy, vous restez avec nous, une pause et ensuite on se retrouvera pour parler, vous l'avez légèrement évoqué, ce trésor dont on parle de temps en temps, ce trésor numéraire là en monnaie sonnante et trébuchante, et on parlera des conséquences de ce massacre, parce que un bûcher où l'on brûle en même temps 240 personnes dans un enclos auquel on met le feu et on jette ensuite de la poix et des fagots enflammés par-dessus, ça a dû être un spectacle absolument atroce, d'autant plus que au moment du choix, de la décision, de la reddition, vous nous l'avez dit, certains membres de l'armée qui tenaient ce petit village avaient décidé de se convertir bonhomme en sachant très bien qu'ils signaient là leur arrêt de mort. Donc humainement, il y a dû y avoir des décisions et des conditions absolument terribles dans ce drame qui s'est passé à Montségur. Une pause et on se retrouve tout de suite après. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Les Red Hot Chili Peppers sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange. Nous parlons du catharisme et des cathares. Et là, avec mon invité Charles Peytavy, historien médiéviste, nous avons évoqué ce drame humain qui a été la chute de Montségur. 240 bons hommes et bonnes femmes qui ont été brûlés dans des conditions totalement atroces. Et cette bonne femme qui a été délibérément soustraite à ce bûcher collectif pour être, elle, brûlée sur un bûcher, donc à Bram, d'où elle était originaire, pour l'exemple, j'imagine. Alors, Charles Peytavy, même si la communication n'allait pas très vite à cette époque-là, un choc, un drame comme celui de Montségur, ça a dû avoir un effet de raz-de-marée psychologique sur toutes les communautés cathares de l'époque. Oui, effectivement, on peut imaginer que l'effet psychologique est important. En tout cas, c'est à partir de ce moment-là où on peut bien marquer que le catharisme dans le Midi rentre dans la clandestinité. Oui. Et tournant des années 1250 ou 1260, tous les bonhommes, une partie de la hiérarchie des églises cathares du Carcassès, du Toulousain, va partir en exil en Italie principalement, dans la région de Lombardie, tout autour de villes comme Padoue, Crémone, où va s'organiser toute une église cathare languedocienne en exil, avec sa propre hiérarchie, ses propres communautés. Donc, il va rester en relation avec le Midi, mais de manière beaucoup plus difficile, évidemment, avec l'Inquisition qui est là pour traquer tous les réseaux hérétiques. Éradiquer toutes les têtes qui passent, quoi. Et alors, c'est à ce moment-là qu'on va voir disparaître tous les livres qui nous manquent cruellement maintenant pour comprendre le catharisme. Être cathare à cette époque-là, ça voulait dire mettre sa tête sur le billot, ou plus exactement monter sur le bûcher. En tout cas, c'est de faire un choix religieux difficile à assumer, qu'il faut assumer justement, et en mesurant bien toutes les conséquences que ça peut avoir. Mais pour autant, il y a toujours effectivement des hommes et des femmes qui choisissent par tradition familiale, par conviction aussi également, de continuer de vivre ce christianisme-là. Mais dire que le choc de Montségur, il est effectivement, on disait, important. C'est un des grands bûchers de l'histoire du catharisme à l'échelle de l'Europe. Il y en a eu d'autres. Il y a d'autres bûchers importants. Lesquels ? Je pense au bûcher du Mont-Aimé en Champagne, quelques années avant Montségur, en 1239, qui est un bûcher organisé par le comte de Champagne, où il y a aussi 180 hérétiques qui sont brûlés. Et puis, je pense aussi à ce bûcher qui va être organisé après Montségur, en 1278, dans les arènes de Vérone, où on va brûler à l'intérieur des arènes à peu près aussi 200 hérétiques, qui sont des hérétiques languedociens, qui ont été traqués par l'Inquisition, là où ils s'étaient réfugiés, et qui vont être aussi brûlés. Ça, ce sont les trois grands bûchers qui marquent la fin de l'histoire du catharisme. Et après Montségur, le catharisme va encore vivre dans le Midi de la France presque 100 ans. Donc, voilà, c'est ça qui est étonnant, c'est-à-dire que ça n'est pas le début de la fin, puisqu'il reste encore un siècle d'histoire du catharisme derrière. C'est une histoire maintenant du catharisme dans la clandestinité. C'est évidemment avec la menace de l'Inquisition alliée au pouvoir royal qui s'est mis en place.
c'est une autre histoire du catharisme qui commence. Le dernier évêque cathare décède sur le bûcher, meurt sur le bûcher. Il y a deux phases à distinguer. Il y a d'abord la tentative de renouveau de l'Église cathare au tournant la fin du XIIIe, début XIVe siècle, avec la figure de ce notaire d'Axe, Pierre Ottier, qui choisit de partir en Italie à la fin du XIIIe siècle pour se faire ordonner, qui va revenir avec son frère Ali, organiser une communauté dans le Lauragais. Relancer le catharisme. Relancer le catharisme dans le Lauragais, dans le Sabarthez, la Haute-Vallée de l'Ariège et à Toulouse, même, au sein de la ville, là où pourtant l'Inquisition est implantée avec le trop fameux Bernard Guy. Inquisiteur de la foi bien connu depuis le film Le nom de la rose. Oui. Pierre Ottier qui va être ces grandes figures qui va réussir à réorganiser une communauté importante de bonhommes et de bonnes femmes et contre qui l'Inquisition de Carcassonne et de Toulouse va déployer des moyens extraordinaires pour pouvoir capturer tous les bonhommes qui l'accompagnent et lui-même et qui vont parvenir à l'arrêter et finalement à l'amener au bûcher sur le parvis de la cathédrale de Toulouse en 1310. Et puis le dernier bonhomme connu brûlé et arrêté ou brûlé, c'est Guillaume Bélibaste qui est brûlé en 1321 à côté de Villerouge-Termenès, dans les Corbières. À partir de là, il n'y a plus de bonhomme présent dans le Midi de la France, donc plus de possibilité de transmettre le sacrement de l'ordination par le consommant. Le catharisme s'arrête. Et là, c'est fini. Et ça, c'est le moment où le catharisme n'est plus animé et disparaît complètement. L'Inquisition a parfaitement réussi la tâche qui lui avait été confiée. L'autre date pour terminer que j'aime bien donner aussi parce qu'elle me paraît importante, c'est la date de en 1327, c'est quelques années après le bûcher de Bélibaste, où on a le dernier bonhomme, les derniers croyants hérétiques à être brûlés par l'Inquisition sur les berges de l'Aude, au pied de la cité de Carcassonne, maintenant le siège de la sénéchaussée royale du roi de France. Et parmi ces quatre-là, il y en a un de ces bonhommes qui s'appelle Guillaume Serre. Il a presque 80 ans. Il a passé 40 ans de sa vie emprisonné pour le fait d'avoir choisi le catharisme. À partir de là, de ces années 1320, le catharisme a complètement disparu dans le Midi de la France. Il a pratiquement d'ailleurs disparu à travers l'Europe aussi, puisque c'est encore au tournant des années 1305, 7, 10 que l'on va perdre la trace des derniers bonhommes réfugiés en Italie. Dans la région, donc je disais la Normandie, peut-être même les derniers se sont réfugiés du côté de la Sicile. Alors, Charles Paitavi, tout à l'heure vous l'avez évoqué assez rapidement, j'ai dit à ceux et celles qui nous écoutent qu'on y reviendrait tout à l'heure, le fameux trésor des Cathares. Vous avez dit, à Montségur, ils ont organisé leur reddition. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire passer entre les lignes de l'armée du roi de France qui les entourait, à faire évacuer leur trésor. Et quand on dit trésor, on parle de pièces, on parle de numéraires et peut-être de livres. Alors, qu'est devenu ce trésor? Et ça, on le sait assez précisément d'ailleurs. On le sait parfaitement, oui. Est-ce qu'il était important d'abord, ce trésor? Alors, d'abord, il faut entendre ce qu'on parle de trésor. Oui. Tout autour du trésor de Montségur, il y a toute une mythologie qui s'est créée à partir du 19e siècle. C'est pas le Graal, le trésor de Montségur, c'était pas non plus des écrits gnostiques ou je ne sais quoi, mais c'était véritablement un trésor numéraire. Un trésor numéraire, le trésor de l'église cathare du Toulousain. Et comme on a conservé les dépositions de la garnison de Montségur, recueillies par les inquisiteurs juste après le siège, on sait très bien ce qu'il est advenu. L'évacuation de ce trésor a été planifiée par la hiérarchie de l'église cathare, et effectivement, quelques jours avant la reddition du château, il a été évacué pour être entreposé dans un endroit de la vallée de l'Ariège d'abord, et la veille de la reddition
du château de Montségur, il y a 4 bonhommes qui se sont échappés du château pour aller justement récupérer ce trésor et l'amener ailleurs. Mais on sait exactement, on connaît l'itinéraire. On sait qu'il est passé par Cossou, on sait qu'il est allé ensuite dans le Donezan, dans le château de la famille d'Allion, qui est le château du Son, par exemple, un château qu'on peut visiter aujourd'hui. Et ensuite, on sait que c'est probablement que ces Cathares qui sont partis de Montségur, ils sont allés se réfugier en Lombardie. Donc, et cet argent a servi à financer après tout le réseau, parce que après Montségur, vous nous l'avez dit, le catharisme a duré pendant un siècle après. C'est devenu on va dire la caisse, le trésor mutuel de la communauté cathare exilée en Italie. Donc point de trésor symbolique ou de trésor fantasmé, je dirais. On peut simplement supposer qu'à côté du numéraire qui a été évacué, évidemment, il a été nécessaire d'évacuer aussi les rituels et les traités. Mais ce qui était ça, c'est pas spécifié dans les textes, on peut évidemment le supposer, puisqu'on sait bien que quand l'Inquisition le trouvait, il fallait les brûler. Alors, Charles Peytaville, on arrive, il nous reste plus que 10 petites minutes à passer ensemble. On ne va pas, je vais pas pouvoir vous poser toutes les questions que j'avais encore prévu de vous poser, mais à votre avis, en tant qu'historien, qu'est-ce qui fait que les Cathares et le catharisme fascinent encore autant de nos jours? Alors il y a toute une mythologie qui s'est développée autour du catharisme à partir de sa redécouverte au XIXe siècle, qui a contribué, je crois, à rendre cette dissidence chrétienne intéressante, romantique, un peu. Romantique, oui. D'abord, il y a effectivement la redécouverte des ruines et des sites du château cathare, des châteaux cathares, des châteaux cathares entre guillemets, parce que évidemment ils sont pas cathares, ce sont souvent des forteresses reconstruites par le roi de France après la croisade albigeoise. Mais il y a ce romantisme des ruines, des citadelles du vertige, comme avait écrit Michel Roquebert à partir des années 60. Cette redécouverte des sites a beaucoup contribué à redécouvrir leur histoire, et dans leur histoire, les épisodes touchant à la religion cathare. Et les drames qu'ils ont vécus également. Les drames évidemment qu'ils ont vécus. Je crois que très vite l'histoire du catharisme, quand on a redécouvert ces événements comme le bûcher de Montségur, ça posait des questions sur la liberté de conscience, la possibilité d'avoir une parole dissidente, une voix discordante. Ce sont des questions qui ont eu des résonances au XIXe siècle et évidemment au XXe siècle aujourd'hui. Ce qui a contribué aussi au succès du catharisme, c'est aussi bien sûr toute la tradition un peu mythologique, ésotérique autour du fameux trésor des Cathares, puisque très vite, à partir de la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, dans les romans, et aujourd'hui, on dirait plutôt à travers la bande dessinée, par exemple, on a toute cette idée du trésor cathare lié au Graal, enfin cette mythologie qui s'est développée, qui attire aussi des chercheurs de trésors sur ces sites-là. Le Graal, comme quoi ils auraient eu le Graal, la coupe, quoi. Oui, ça. L'objet lui-même. À partir de la fin du XIXe siècle, une tradition ésotérique à partir de Joséphin Péladan, véhiculée ensuite par des romans et puis ensuite par les écrits d'Autoran. Donc tout ça a fait que ça fait continué une mythologie autour du château de Montségur, mythologique et romantique. Et puis ensuite de toutes les autres ruines et châteaux du pays cathare aujourd'hui. Mais dites-moi, Charles Peytaville, est-ce que également le fait que ça ait été une voix discordante, le fait que ils aient dit nous représentons le message du Christ, mais nous vivons comme lui ou quasiment dans la pauvreté, dans le dénuement, est-ce que ça aussi ne les rend pas sympathiques de nos jours? Évidemment, ça a aussi contribué à les rendre intéressants pour beaucoup de monde. Quand et très vite d'ailleurs, parce que dès le XVIe siècle, lorsque la réforme se développe et se met en place, elle va commencer à se chercher des généalogies imaginaires, et elle va les trouver chez les hérétiques du Moyen-Âge, les Vaudois, et évidemment les Cathares. Et il va y avoir toute une tradition, par exemple chez les protestants, d'essayer, même si les dogmes et les croyances sont complètement différentes, mais de dire ils ont été aussi persécutés par l'Église, et on a au moins on a un peu cette même filiation, on a été victime en tout cas au même titre de l'Inquisition, quoi. Et ça va contribuer. Et puis
on va retrouver même aujourd'hui, puisqu'on connaît bien les textes cathares, on connaît bien aujourd'hui ces croyances dissidentes. Ouais. Ce sont des interprétations, des exégèses de la Bible qui peuvent séduire aujourd'hui ceux qui veulent essayer de retrouver un modèle de christianisme primitif. Est-ce qu'il existe des cathars de nos jours ? Non, des bons hommes ou des bonnes femmes. La tradition apostolique des cathars s'est malheureusement arrêtée avec le dernier Guillaume Bélibaste, puisqu'il n'y a plus de transmission du baptême à partir de ce moment-là. Évidemment, à partir du 19e siècle et encore aujourd'hui, on peut trouver des groupes qui vont se prétendre cathares en filiation avec les se dire en filiation avec le catharisme, mais ça n'aura rien à voir avec le catharisme historique. Toute une pensée, recréée à côté de la vérité historique. Bien. Charles Peïtavi, pour conclure, quelque chose à lire, pas mal de choses à lire. Alors je vais commencer par rappeler le titre du livre de ce petit fascicule que vous avez rédigé, qui s'intitule Les Cathars en Languedoc, aux éditions Les Carnets Midi Libre. On peut le trouver partout. Dans toutes les bonnes librairies. Dans toutes les bonnes librairies, comme on dit habituellement. Peut-on annoncer la sortie prochaine de ce magazine Histoire du catharisme ? Voilà, au centre d'études cathares, à côté de la revue scientifique Hérésis, on se lance pour cet été dans la publication d'un magazine grand public qui s'appelle Histoire du catharisme. Le premier numéro sera disponible sur les sites du pays cathare et auprès du centre études cathares à Carcassonne. 5 €, il y aura à peu près une 50aine de pages, on va dire, tout en quadricomie, pas mal. Voilà, avec bel objet. Un dossier justement sur l'arrivée de Dominique dans le Midi de la France, un article, vous en parliez tout à l'heure, que j'ai fait sur le trésor des Cathares, qui l'a mis au point sur ce sujet-là, et aussi un gros dossier sur le bûcher du Mont-Aimé, ce bûcher des hérétiques de Champagne organisé en 239. Du Mont-Aimé, joli nom, oui, c'est un peu paradoxal, oui. Un bûcher, oui. C'est vrai, tout à fait. Merci beaucoup, Charles Peïtavi. Merci à vous. De nous avoir accompagnés, de nous avoir montré, comme ça, fait découvrir le monde des Cathars et le catharisme. À très bientôt dans Les Aventuriers de l'étrange. À très bientôt. Au revoir. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédit, Les Aventuriers de l'étrange. Che Massarini, soutiene Retina Force. J'ai plusieurs choses à vous dire avant que nous nous quittions pour nous retrouver demain soir avec le sourire ou la tête demain soir, tout dépend du résultat, on sait pas. Là, on va le découvrir demain, puisque vous le savez, demain 20h, c'est la finale. On en parlera très longuement sur Sud Radio avec Benoît Cossé qui va me précéder. Et ensuite, demain, donc j'aurai le plaisir de recevoir dans Les Aventuriers de l'étrange un auteur, un journaliste, un homme de radio également qui s'appelle Didier Odino et qui vient de publier aux éditions JMG un très joli livre sur le Petit Trianon, le Grand Trianon, bref, ce lieu qui serait, selon certains témoins, hanté, entre guillemets, où il y aurait une espèce de portes dans lesquelles, comme disait Albert Einstein, on peut trébucher dans le temps, où l'on peut retomber au XVIIe siècle. Enfin, c'est quelque chose de très particulier. On en parlera donc demain avec Didier Odino dans Les Aventuriers de l'étrange, dès la fin de la finale qui va opposer, vous le savez, l'Italie à la France. Les Bleus, qui vont jouer en blanc en l'occurrence, donc demain soir. En ce qui concerne également vos témoignages, vous savez que si vous avez vécu quelque chose de particulier qui vous semble de l'ordre du domaine du paranormal, de l'étrange, vous pouvez nous appeler, nous laisser votre témoignage au 0826 300 300. Mais par pitié, n'oubliez pas, surtout commencez par ça, laissez-nous vos coordonnées, votre numéro de téléphone pour que l'on puisse
vous rappeler, en discuter avec vous, pouvoir venir éventuellement investiguer sur place et vous donner des réponses satisfaisantes. Donc 0826 300 300, vous allez sur la boîte vocale des aventuriers de l'étrange et vous nous laissez vos coordonnées suivies d'un résumé de ce que vous avez vécu ou de ce que vous êtes peut-être en train de vivre. Rendez-vous donc demain pour parler du Petit Trianon, parler de Versailles, un lieu magnifique et qui est sans doute hanté. Merci à Grégory qui signe la réalisation de cette émission. Merci à Pierre Mathias qui m'aide à la construire régulièrement tous les week-ends. Et puis passez une douce nuit. Rendez-vous demain.